Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y aura encore du monde dans la rue aujourd'hui pour dire non aux 64 ans. Ce 11e acte de contestation pourrait réunir jusqu'à 800 000 manifestants selon le renseignement. Une journée suivie de près à Matignon, on en reparle dans un instant, mais aussi à Pékin où Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Le chef de l'État est très attentif, mais pas inquiet. Eh bien d'abord, Emmanuel Macron ne s'attend pas à une mobilisation exceptionnelle aujourd'hui. Un conseiller relativise, il y aura à ses yeux du monde dans la rue, mais beaucoup moins que lors de certains conflits précédents. Il relève aussi la baisse du taux de grévistes. Qu'on ne vienne pas nous expliquer que le pays est totalement à l'arrêt, lâche-t-il. Pour le moment, le président maintient sa confiance envers Elisabeth Borne. Il va faire le dos rond jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, comme si le temps était suspendu jusqu'au 14 avril, confie un de ses proches, en ajoutant qu'après cette date, le chef de l'État aura des décisions à prendre. Il espère rebondir, reprendre la main en multipliant notamment les sorties sur le terrain. Emmanuel Macron souhaite par ailleurs revoir les syndicats, mais pour parler d'autres sujets que les retraites, accompagnement des jeunes dans la vie professionnelle, usure au travail, formation ou encore gestion des carrières. Il imagine aussi s'exprimer une nouvelle fois devant les Français pour fixer la feuille de route. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Pékin. Revoir les syndicats, c'est le souhait d'Emmanuel Macron, on vient de l'entendre. Problème, il y a de plus en plus de fritures sur la ligne, notamment avec la CFDT. Et après l'échec des discussions avec Elisabeth Borne, Laurent Berger a parlé de crise démocratique. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Emmanuel Macron et son entourage n'ont pas tardé à répliquer, accusant nommément Laurent Berger de n'avoir proposé aucun plan B et de faire monter les extrêmes. De quoi faire sortir de ses gonds le leader de la CFDT à la télévision hier soir. J'appelle à garder ses nerfs. J'appelle le président de la République à ne pas balancer des petites phrases. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Mais sinon, il va finir par se mettre à dos l'ensemble des organisations syndicales. Je veux dire, nous, on n'est pas dans un combat politique. Enfin, il faut comprendre. C'est quoi le rôle d'un président de la République ? Dans un moment de crispation et de crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est d'apaiser, non ? Et on apaise comment ? On apaise en respectant ses interlocuteurs. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, des syndicats plus que jamais mobilisés après l'échec des discussions avec Elisabeth Borne. Dialogue rompu après 55 minutes face au refus de la Première ministre de retirer le texte sur la réforme des retraites. Alexandre Chauveau, on voit mal comment la chef du gouvernement pourrait sortir de l'impasse. Oui, car même si Matignon ne s'attendait pas à un miracle hier, cela n'en reste pas moins un échec. L'intersyndicale est même sortie renforcée à quelques heures d'une nouvelle journée de mobilisation, et ce, alors qu'Elisabeth Borne caressait l'espoir de voir l'unité syndicale se fissurer. En attendant, la Première ministre poursuit les consultations avec les Républicains hier soir, avec Marine Le Pen la semaine prochaine. Des entrevues sans réelle surprise où chacun réitère ses positions hostiles à l'exécutif. L'élargissement de la majorité voulu par Emmanuel Macron s'annonce là aussi voué à l'échec. De quoi fragiliser encore davantage la position d'Elisabeth Borne. Celle-ci cherche malgré tout à montrer sa capacité d'écoute en vue d'une hypothétique sortie de crise. Je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux, a-t-elle indiqué hier, car si sa place est menacée, la Première ministre s'accroche à son mandat, convaincue que personne ne ferait mieux qu'elle à Matignon. L'impasse politique semble en effet dépasser sa propre personne, un constat partagé par la plupart des oppositions qui réservent leurs plus vives critiques au chef de l'État. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne dans une impasse, Gérald Darmanin droit dans ses bottes sur sa gestion du maintien de l'ordre. Passe d'armes musclée lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée hier. Ministre de la matraque a accusé la gauche. Le ministre de l'Intérieur qui crée la polémique à propos des subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme, organisation très critique sur son action au ministère. Il estime qu'elle mériterait d'être regardée de près. Le gouvernement bousculé sur les retraites, gêné aux entournures également par sa secrétaire d'État posant à la une de Playboy. Après Emmanuel Macron dans PIF, Olivier Dussopt dans Têtu, Marlène Schiappa accorde une longue interview au magazine de Charme, sortie prévue samedi. Si l'éditeur se frotte les mains, au gouvernement, on se frotte les yeux. Nous sommes en plein culte de la femme objet, tacle la ministre chargée de l'égalité homme-femme Isabelle Rome. Mayalène Trémollet, vous avez lu cette revue, que découvre-t-on et pourquoi ça choque ? Oui, alors il y a le fond et la forme. 6 photos au format A4 pour accompagner 6 pages d'interview. Que ce soit en robe moulante ou drapé suggestif, drapeau français en main et cheveux au vent, Marlène Schiappa prend la pose en traîne rouge, robe bleue transparente ou voile blanc, du jamais vu pour une ministre. Sans aucun tabou, elle évoque la liberté sexuelle, le féminisme ou la séduction. Tout y passe, même des allusions à ses livres érotiques dont elle se dit fière. Inspirée par l'actrice Pamela Anderson, selon ses propres mots, Marlène Schiappa veut voir cette interview comme un signe d'émancipation
d'émancipation, un appel à toutes les femmes pour faire ce qu'elles veulent. Une stratégie de communication violemment critiquée au gouvernement, à commencer par la Première ministre, qui condamne une couverture pas du tout appropriée dans le contexte actuel. Même tonalité chez la ministre chargée de l'égalité homme-femme, Isabelle Rome, qui cingle l'irresponsabilité de Marlène Schiappa et affirme que Playboy ne sera jamais l'allié des femmes. Marie-Hélène Trémollet. Europe 1, il est 7h07. Acheter une maison ou un appartement, c'est de plus en plus compliqué. Avec la remontée des taux d'intérêt, on en parlait hier avec Nicolas Bouzou, les refus de crédit se multiplient. Et le gouvernement réfléchit aux moyens d'assouplir les règles, soit en jouant sur la durée du prêt, soit en jouant sur le taux d'effort, la somme maximale que vous pouvez emprunter. En attendant, le volume de crédit distribué chute dangereusement, moins 40% sur un an. Obtenir un prêt chez un courtier ressemble de plus en plus à un parcours du combattant. Reportage dans une agence du 16e arrondissement à Paris, Margot Faudéré. Sur une grande étagère derrière son bureau en bois, Sophia Baz, la directrice crédit de cette agence Vous Financez, classe les dossiers de ses clients. Depuis le début de l'année, 70% de ces demandes de prêts déposées en banque ont été acceptées. Pour les autres, il faut s'armer de patience. 3 dossiers sur 10 sont refusés. L'année dernière, c'était différent. C'était soit le client il se désiste, soit c'était un refus de prêt, ou soit financement par la concurrence. Face à la remontée des taux d'intérêt et à des banques plus frileuses, Sophia doit parfois se battre pour faire valider ses dossiers, même les meilleurs, comme celui d'Aïssem Ben Belgassem et sa femme. C'est un profil excellent, on a des revenus qui sont très satisfaisants pour un couple de 36 ans. On est à plus de 7 000 € par mois. En 2022, le prêt il a été refusé. Il y avait cette histoire de taux d'usure qui bloquait. Finalement, il aura fallu 6 mois de travail pour obtenir ce prêt, des coûts supplémentaires pour la courtière. Là, aujourd'hui, on travaille 4 fois plus pour faire valider des dossiers de prêt. Sophia Baz a toujours une vingtaine de dossiers en attente de réponse. Un reportage Marco Faudéré. Allez, le football, Nantes qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire 1-0 face à Lyon hier soir. Et la fête à la Beaujoire, les Nantais qui défendront leur titre, ce sera face à Annecy ou Toulouse. Aucune importance pour l'entraîneur nantais Antoine Camboiré qui savoure cette qualification. Des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingue là, de grands malades, des grands champions surtout parce que c'est une qualification amplement méritée. On a fait un énorme match. Voilà, c'est la récompense de leur travail, de leur investissement et puis surtout de ce formidable public qui te pousse. Tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, c'est impossible. Eh oui, ils sont en finale, les Nantais, mais contre qui? Ce sera ce soir 20h45, Annecy ou Toulouse? Je crois savoir votre préférence, Dimitri. Non, en tout cas, ce sera sur Europe 1. Je suis maître loyal dans cette affaire. Moi, je n'ai pas de favori. Allez le Toulousain. Merci beaucoup, Christophe Lama. C'était votre journal.